Alors, je vous propose d'enchaîner avec la table ronde qui va réunir les principaux intervenants que vous avez entendus ce matin et auxquels je vais poser quelques questions. J'espère qu'on aura du débat. On va laisser un peu les choses s'installer. Donc nous aurons Sophie Penn, vous pouvez vous installer là. Patrick Moll, Jean-François Fiorina, Florence Rizzo va également nous rejoindre, ainsi que Thierry Debarbeau. Je m'excuse par avance parce que je vais devoir vous quitter à 11h30 pile. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le droit de poser de questions, puisque Antoine prendra ma suite. Et vu l'intérêt des premières interventions, je ne doute pas que nous aurons des échanges assez vifs à la suite de cette table ronde. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas parlé ce matin, je vais vous laisser vous présenter. Vous avez des micros? Oui, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si ça marche, oui, c'est bon. Voilà. Alors, vous êtes fondateur de DigiSchool. Oui, je suis le cofondateur de DigiSchool. On va parler un peu plus loin du micro. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît DigiSchool, mais vous pouvez peut-être... Ouais, je vais présenter en 2 minutes. Donc, on aide les jeunes à réussir, du brevet jusqu'au premier emploi. On les aide à réussir leurs examens, on les aide à réussir leur orientation, et on les aide surtout à réussir leur entrée dans la vie professionnelle. Ça, on le fait depuis 8 ans. On est 43 personnes, c'est 4,2 millions d'utilisateurs par mois sur le web, sur le mobile, sur les tablettes. On va fêter notre 4 millionième membre très bientôt. Et voilà. Et donc, sur le business model, on travaille sur un business model assez simple, c'est qu'on aide les universités et les écoles à mieux recruter, c'est-à-dire recruter plus et recruter les meilleurs élèves qui peuvent exister, selon leurs critères. Merci, il fallait que je me décale un petit peu. Alors, à vos côtés, je vous laisse vous présenter également. Donc, moi, je m'appelle Kwam et je suis un des fondateurs de 42. Donc là, je crois qu'on n'a pas besoin de la présenter. Nous avons aussi Florence Rizzo. Vous n'avez pas de chaise, ce qui m'ennuie beaucoup. Non, mais c'est comme ça, on s'adapte. C'est le monde de demain, non? Florence Rizzo, alors je suis une ancienne ESSEC, alors du modèle ancien, peut-être des grandes écoles, quoique l'ESSEC a essayé dans la chaire entrepreneuriat social, en tout cas, de nous former à être des leaders éthiques. Et en tout cas, à la sortie de l'ESSEC, j'ai travaillé dans l'entrepreneuriat social chez Ashoka, qui est une organisation qui soutient et accompagne des entrepreneurs sociaux innovants. Et depuis quelques années, j'ai créé une start-up associative, je ne sais pas si on peut mettre ce mot-là, qui en tout cas a pour objectif de contribuer à la transformation de l'éducation en France, en commençant par le primaire et en essayant d'apporter une pédagogie, de multipédagogique, coopératif, de prise d'initiative, au service de l'intérêt général, et donc de former les enseignants autrement pour qu'ils forment autrement les élèves et les enfants de demain, quoi. Voilà, rapidement. Alors, vous mettez précisément le doigt sur la première chose que je voulais relever à la suite de vos différentes interventions. C'est que les élèves que vous accueillez, particulièrement dans les grandes écoles, sortent d'un système qui n'a absolument rien à voir avec les attentes et les évolutions que vous nous avez décrites. Je suis l'éducation nationale depuis pas mal de temps et je suis bien placée pour savoir que c'est un monde qui ne se pose absolument pas ces questions, dans lequel la pédagogie est restée figée sur une transmission des savoirs de manière descendante. Voilà. Alors la question que j'ai envie de vous poser, sans épiloguer sur la sclérose que vit ce monde de l'éducation nationale, c'est que vos étudiants qui arrivent de l'enseignement secondaire ou des prépas, qui sont encore dans les lycées, qui sont confrontés à des modes d'apprentissage qui sont extrêmement anciens et qui n'ont pas beaucoup évolué, s'approprient ce que vous proposez comme modèle de formation et d'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous devez justement les emmener vers ces nouveaux modes de réflexion, et comment vous faites?
Qui veut prendre la parole là-dessus? Vous avez entièrement raison. C'est vrai que les élèves qui arrivent ont connu un système donc, pendant 20 ans, alors qu'il y a d'autres qualités, mais qui ne correspondent pas tout à fait à ce que j'ai décrit ou à d'autres formes de pédagogie. Donc en fait, tout simplement, il faut leur apprendre à apprendre. Et nous, on a créé depuis quelques années un module qui s'intitule Métier de l'étudiant et qui a pour objectif d'aider les étudiants à apprendre d'une autre manière. Et donc généralement, il faut un bon semestre pour qu'ils s'acclimatent, pour que ça change, pour qu'ils voient un petit peu les objectifs du cours. C'est vrai qu'ils arrivent quand ils arrivent dans un système où l'objectif était de préparer un concours et de réussir une école. Et là, comme ça a été dit à plusieurs reprises, ils arrivent dans un système où l'objectif est de les former à avoir un métier, où ils doivent être autonomes, où chacun un petit peu va construire son propre parcours de formation. Donc c'est pas évident au départ. Ils sont accompagnés. Et puis de toute façon, après, comme le buzz va très vite et ils voient un petit peu ce qui se passe avec les élèves des années supérieures, la mise en place se met très rapidement. Juste un petit mot. Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire trop de prof bashing parce que c'est déjà tellement dur d'être prof. Je crois qu'il ne faut pas avoir une vue monocolore, monochrome. Je pense qu'il y a plein de choses, effectivement, l'école secondaire, l'école primaire, il n'y a pas un prof entrant dans une salle qui ne se sait pas membre de la société numérique. Même s'il n'y a pas d'ordi dans la salle, l'attitude des apprenants, le questionnement qui est là, la mise en discussion de chaque mot qui est prononcé par un prof, tout le monde le sait très bien, c'est un jeu de dupes. Hein. Donc on est dans la société numérique, ils le savent, on le vit, on ne peut plus faire cours comme avant. Après, les gens se débrouillent, ils sont dans des situations de double contrainte très fortes et ils essaient de changer. Et par nature, l'éducation est un moment où les gens sont forcément innovant. Chaque cours change quelque chose. Alors après, c'est très difficile. Il y a un encadrement, il y a une institution qui s'est enfermée de façon tragique. Mais je pense que ça peut aller très très vite et qu'il y a une percolation possible et qu'il faut l'encourager. Et le premier encouragement, c'est de redoper un peu les profs et de pas leur taper sur la tête tout le temps. Bon, mon intention n'était pas de faire du prof bashing, mais j'ai jamais entendu à ce jour un syndicat enseignant du secondaire aborder les questions pédagogiques, tout simplement, ou la question de l'élève, comme vous l'avez fait ce matin. Jamais. Voilà. Oui, enfin, c'est ceux qu'on entend et qui négocient avec l'institution, c'est ça le problème. Parenthèse. Alors, moi, je voudrais apporter trois éléments parce qu'il y a deux points différents. Les étudiants arrivent, entre guillemets, formatés d'une certaine manière dans nos établissements d'enseignement supérieur. Comment on peut les transformer rapidement? Mais moi, je suis extrêmement optimiste par rapport à ça. Ça dépend de ce qu'on leur propose. C'est-à-dire que si on les met dans un dispositif qui les rend, qui les motive, parce que pour bien apprendre, il faut être motivé. Il faut avoir la passion. C'est pour ça qu'on parle de gamification aussi, c'est parce que ça permet de passer d'une tâche, la formation qui est une tâche obligée, contrainte, je vais à l'école, j'apprends, je récite, etc., à quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours, qui est un acte quotidien et qui est plaisant. Donc nous, on a fait à France Business School une évolution majeure dans le premier quadrimestre, le premier semestre par exemple, avec des pédagogies mais totalement innovantes, impliquantes pour l'étudiant. Et là, on a eu deux excellentes pas surprises, parce qu'on s'y attendait. Résultat, le premier, c'est l'implication de nos étudiants. Est visible dès le second semestre par les profs qui les ont accueillis très très loin et qui ont dit mais c'est plus les mêmes, alors que c'était les mêmes à l'entrée. Travaillant beaucoup plus, étant beaucoup plus autonome, beaucoup plus critique, etc. Et deuxièmement, on a eu pratiquement 70% de nos professeurs qui se sont impliqués dans cette transformation pédagogique en rupture. Donc, pour aller dans le sens, c'est-à-dire que les professeurs, ils ont envie d'y aller. Okay, donc voilà. Donc je dis il n'y a pas de fatalité. On peut transformer les choses, mais il faut oser mettre en place un certain nombre de choses qui sont des choses un peu différentes, en particulier des structures de programmes traditionnels, des éléments de référence. Deuxième point que je voulais dire, alors je suis d'accord avec vous, simplement, moi je constate aussi, y compris dans ma propre école et dans une autre école que j'ai fréquentée pendant de nombreuses années avant, ou chez des collègues, je vois des professeurs qui résistent à ce changement. Et qui résiste quand je prends et les gamins le disent, quand vous avez un prof qui arrive et qui dit top, vous fermez vos ordinateurs, je prends juste quelque chose d'assez caricatural, vous fermez vos ordinateurs, je veux pas voir un téléphone portable, vous arrêtez de tweeter, vous regardez pas sur internet, etc. C'est terminé. L'écoute des gamins dans la salle de classe, elle est terminée.
il passe pour un ringard. Donc il a beau être excellent, etc. Donc il y a quand même cette rupture générationnelle, cette rupture générationnelle, et je pense que beaucoup de collègues ont envie, ont compris, ont envie, mais ont peur d'aller dans ce mouvement-là. Et puis, troisièmement, sur les profs, on revient sur mon dernier point, il faut faire évoluer aussi les systèmes de valorisation et d'évaluation des professeurs. Tant qu'on restera sur « t'es un bon prof parce que tu publies beaucoup », et que ce qu'on valorise, c'est tes publications et tes heures de cours, eh bien, on bloquera l'évolution du métier. Et les professeurs, c'est pareil que dans un certain nombre d'éléments financiers, où vous avez des professeurs aujourd'hui qui vous disent « je le fais pas parce que ça, c'est pas surrémunéré ». Donc il y a des incentives aussi, c'est à nous, les dirigeants des établissements, mais aussi à l'ensemble de la communauté éducative, de proposer des systèmes de dynamique pour permettre à nos collègues d'évoluer. Et on trouvera en face de nous des gens qui évolueront de manière positive, sans problème. Florence Rizzo, est-ce que vous partagez cette optimisme ? Je pense qu'on a un enjeu collectif qui est d'apprendre à désapprendre. C'est-à-dire qu'on est tous, autant qu'on est, conditionnés par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a appris, par nos cadres de pensée, par l'histoire de notre famille, par l'histoire de notre pays, par cette espèce de truc-là que sont les grandes écoles. Enfin, peu importe, on est de toute façon conditionnés par un certain nombre de paradigmes. Donc la question fondamentale, si on veut changer, créer, inventer, c'est d'apprendre à désapprendre. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend nulle part. Il me semble que c'est assez rare parce que c'est pas rassurant. Et quand on parle de conduite du changement, on parle de quoi ? On parle de peur de changer parce que ça va être différent de ce qu'on connaît. On va plus maîtriser quelque chose qu'on maîtrisait. On va plus être reconnu dans un système dans lequel on pouvait être reconnu. Donc ça veut dire que il faut quelque part jouer avec d'autres armes, être capable de se remettre en cause, et ça fait peur, ça angoisse, et c'est pas forcément ce que la majorité des gens ont envie de vivre. Et donc ça, c'est à tous les échelons, que ce soit aux échelons systémiques et institutionnels, ministériels, à l'échelle des enseignants, des élèves, enfin de qui que ce soit finalement. Plus finalement on a acquis déjà de la connaissance et des mécaniques de pensée, et peut-être, enfin, et moins on sera malléable à une évolution possible. Et donc quelque part, c'est que, enfin, c'est pas plus on est vieux et plus on est rigide, ben, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que forcément plus on acquiert des choses et plus à un moment donné on est peut-être moins souple. Donc apprendre à désapprendre tout au long de la vie pour réussir à créer, à inventer son propre métier, à inventer des projets utiles à la société, c'est quelque chose de fondamental. Et du coup, moi, j'aimerais bien poser une question aux gens qu'on a entendus jusqu'à présent. C'est un petit peu comment penser un système pour apprendre à désapprendre de manière fluide, dynamique, créative, et notamment pour former, puisque c'est le rôle du SUP quand même, de former les enseignants de demain. Donc, plutôt que de dénigrer quelque part parfois la pédagogie, comme le rappelait un de nos intervenants, est-ce qu'à un moment donné, les universitaires peuvent faire de la recherche en pédagogie, inventer les modes de formation des enseignants de demain pour que ce soit plus fluide, plus dynamique et plus créatif ? À cette question, vous n'avez pas pris la parole ce matin, donc je vous la laisse volontiers. Bah non, mais bon, moi, je crois que tout existe. Hein. J'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant un thésard ou un chercheur en sciences de l'éducation qui arrive en disant ne serait-ce que ce que vous faites à 42, c'est nouveau, quoi. Enfin, tout le monde sait que ça existe, que ça fonctionne très très bien. Il y a juste une question de comment est-ce qu'on fait pour plus généraliser ce type d'enseignement et qui est d'ailleurs pas généralisable. Enfin, dans le sens où ce qui est important, c'est de faire un enseignement, une méthode pédagogique qui est adaptée à chaque jeune. C'est quoi ce type d'enseignement ? C'est en 2 mots. Bon, nous, effectivement, après, moi j'appelle ça le principe du sushi. Je ne sais pas si vous avez déjà mordu dans un poisson qui sortait de l'eau, mais c'est pas très bon. Quand vous le découpez, que vous le reconstruisez, ça devient quelque chose de super sympa. Bon, donc c'est un peu ça autour de cette déconstruction-reconstruction. Donc après, les méthodes qu'on utilise pour déconstruire et reconstruire ce qui
il y en a plein qui existent. Nous, on en a une. Bon, nous, on n'a pas de prof, pas de cours, pas d'examen, et on travaille qu'en groupe et il n'y a pas de notation individuelle. Bon, ça va vite. Ça fonctionne très bien. Enfin, il y a quelques étudiants ici, je crois qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Donc, il n'y aura pas de souci. Il y aura pas de souci en soi. Moi, ce qu'on déconstruit et ce qu'on reconstruit, il y a quelques valeurs qui sont hyper importantes, mais vous en avez déjà toutes parlé. C'est bon, d'abord le travail en groupe. Hein. Je rappelle qu'au lycée, travailler à deux, ça s'appelle tricher. Donc bon, déjà reprendre à la base ça. Alors ça, c'est pas très facile, c'est pas très compliqué à déconstruire. Hein. Il suffit d'arrêter la dotation individuelle. Bon, ça, jusque là, il y a juste à dire on le fait. Hein, ça, c'est pas le bout du monde. Il y a l'apprentissage de l'autonomie, où aujourd'hui on récupère un jeune. Moi, comme je dis souvent. Ils ont une vision de l'avenir qui consiste à savoir où est-ce qu'ils vont faire la teuf samedi prochain et une capacité d'autonomie à partir de 3 semaines en colonie de vacances en août. Sortis de ça, ils vont crever sur place dès que tout n'est pas organisé autour d'eux. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il suffit un peu de désorganiser les choses, d'arrêter effectivement les cours, les machins, les 1 heure, etc., etc. La précision dans le travail. Bon, alors ça, c'est une exigence du monde numérique et quand même de l'informatique. C'est que aujourd'hui, quand vous avez 18 sur 20... vous êtes considéré comme un héros de l'éducation, quoi. Vous avez droit à une tape sur les fesses, un billet de la grand-mère, la totale. Bon, 18 sur 20, ça sous-entend quand même que vous faites des trucs à 90%, quoi. Donc c'est comme si vous livriez une bagnole et qu'il manquait une roue. Donc, nous, en informatique, c'est radical. Hein. C'est-à-dire que moi, je prends aussi cet exemple. En 96, il y a Ariane 5 qui décolle, elle se met à l'horizontale, elle explose. Le bug informatique, c'est 1 bit. Alors pour ceux qui n'ont pas fait d'informatique, quand vous mettez 8 bits ensemble, vous obtenez un octet. Quand vous mettez 1000 octets ensemble, vous obtenez 1 kilo. Quand vous en mettez 1 million, 1 méga. Et quand vous en mettez 1 milliard, vous obtenez 1 téra. Donc vous imaginez dans une fusée Ariane combien est-ce qu'il y en a. Donc sur quelques milliards de bits, il y en a un qui est parti en sucette, ça fait exploser la fusée. Donc malheureusement, on n'a pas le choix de faire les choses qu'à 100% parfaitement bien. Donc c'est ça qu'on réessaye beaucoup de désapprendre et de réapprendre ici. Maintenant, moi, la question qui se pose, c'est que moi je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'il y a des problèmes. C'est juste comment est-ce qu'on fait pour les changer. Et en plus de ça, tous les exemples qu'on a, moi je prends le CRI, ils ont gagné... vous avez gagné le concours iGEM, c'est pas rien, quoi. Donc on sait que ce que vous faites fonctionne, on sait que ça fonctionne hyper bien, et on sait qu'on sort des champions du monde. Bon, il y a juste qu'il faut le déployer ailleurs, c'est tout. Donc comment est-ce qu'on fait pour le passer à autre chose ? Moi, je veux juste rebondir sur... je pense que pour revenir au débat, si on veut savoir comment vont évoluer les écoles et les universités dans les 10 prochaines années, il faut se concentrer sur les usages. Et l'usage, c'est les jeunes. Et aujourd'hui, ce qui change totalement la façon d'apprendre des jeunes, c'est la technologie. C'est la technologie parce que, ils ont accès à des contenus de qualité gratuitement, la plupart du temps. C'est aussi pourquoi ils vont massivement à l'école 42 et que de plus en plus, ils iront massivement vers des écoles qui proposent des formations gratuites, mais de grande qualité. 2, la technologie, ça leur permet d'avoir accès à des contenus dans le monde entier. Et on en a très peu parlé, mais l'enjeu des écoles et des universités françaises, ça va être pas de se battre entre elles, mais ça va être de se battre face à l'international. Parce que demain, un jeune Français, un terminal de cette année, dans le choix de sa formation, il va regarder les écoles qui existent en France, les universités qui existent en France, mais il va aussi et surtout regarder ce qui existe à l'international. Et c'est déjà le cas et ce sera de plus en plus le cas. Et c'est la technologie qui va lui permettre d'accéder à l'ensemble de ces contenus dans le monde entier et de savoir que, par exemple, au Danemark, quand vous faites une université privée, vous ne payez pas l'accès à la formation. Mais par contre, pourquoi vous ne payez pas l'accès à la formation ? Parce que c'est l'entreprise qui va vous embaucher, qui va payer votre université ou votre école. Dans de nombreuses écoles au Danemark, c'est comme ça. Et donc c'est la technologie qui va permettre, 1, d'accéder à des contenus de qualité gratuitement, 2, d'accéder à l'ensemble de l'offre qui existe dans le monde entier, et donc les écoles devront se repenser par rapport à ça, et 3, d'adapter les cursus. On est en train de bosser chez DigiSchool sur une plateforme qui s'appelle Arcadium, qui va être capable, je pense dans 1 ou 2 ans, de matcher à la fois le profil des jeunes avec les critères de recrutement des écoles. On sera capable de dire que tel type de jeunes, en fonction des actions qu'ils auront fait sur nos sites, sur nos apps, et demain sur d'autres produits, sera plus potentiellement recrutable par FBS ou par le M Grenoble. Et ça va changer pas mal de choses qu'au niveau de l'orientation des jeunes, on sera capable d'aller beaucoup plus finement et de leur proposer la bonne formation au bon moment. Alors, vous avez ouvert une porte sur la question du modèle économique en parlant de la gratuité de certaines écoles, de l'opposition très française entre le système universitaire
et les grandes écoles. Je vous voyais secouer la tête, Jean-François Fiorina, donc je vous passe la parole là-dessus. Oui, alors pas tout à fait d'accord sur la partie gratuite, mais entièrement d'accord sur la partie internationale. Bon, c'est vrai, juste pour compléter en disant notre concurrent, enfin nos concurrents sont plus les écoles françaises, mais c'est le monde entier. Alors rendu encore plus possible par Internet, parce que d'un coup de Google, on fait master achat et on a 1 million de propositions en 1/30 de seconde, et donc ensuite on peut aller très très vite. Donc dans son choix, juste pour situer un petit peu le débat, il y a à l'heure actuelle un peu plus de 600 étudiants français à HEC Montréal, on va dire pour le même niveau de qualité que Grenoble EM, c'est-à-dire donc quasiment 2 fois la promo d'une école moyenne en France et sur des tarifs qui sont sans aucune mesure avec ce que l'on voit. Demain, il y aura des écoles australiennes et peut-être après-demain, et c'est vrai que je l'ai souvent publié, des écoles chinoises parce que je me dis, moi, ma fille a 9 ans, quand elle sera en âge de faire des études, elle me dira est-ce qu'il vaut mieux faire une école chinoise implantée à Paris ou une école française. Et c'est vrai que je serais très très embêté pour lui répondre. Sur la question des business models, oui, tout est gratuit. C'est extrêmement facile puisque on a accès à toute l'information et aller au meilleur cours du monde sous forme de MOOC ou d'autres formes. Mais je crois qu'on en revient à un élément. Alors moi, ce que j'ai lancé tout à l'heure avec quelle est la mission, Patrick mentionnait en disant quel est le retour sur investissement. Je crois que il va y avoir de nouveaux acteurs ou une recomposition du paysage et les étudiants ou leurs familles enverront donc leurs enfants dans des écoles dans lesquelles il y a un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, ça sera de se dire comment j'ai un accès au marché de l'emploi, j'ai une préparation à d'autres types d'études, j'ai de la culture générale et j'ai d'autres éléments. Et plus ce retour sur investissement sera important. Alors ce retour sur investissement, c'est un gros mot pour l'éducation, parce qu'on nous rabâche comment, et vous parliez tout à l'heure des syndicats en disant l'éducation n'est pas une marchandise. Je crois que les familles seront prêtes à payer si de l'autre côté, si en échange, donc ce retour sur investissement est important. Et donc ça nous oblige pour nous, Grenoble École de Management, alors, je ne veux pas dire à une fuite en avant, mais à un challenge permanent pour être au top, pour former donc des étudiants qui sont opérationnels, pour avoir donc des étudiants qui trouvent des métiers, alors dans tous les métiers du monde possibles et quel que soit le projet. Et c'est peut-être là la grande nouveauté, c'est que tout le monde n'aura pas forcément la même mission, la même valeur ajoutée, le même type d'activité. Et ce sera peut-être là le grand changement qu'évoque également Emmanuel Davidenkov dans son livre Le tsunami numérique. C'est comme s'il était avec nous aujourd'hui. Alors moi je voulais réagir à votre propos sur... ça m'a fait... Vous ne l'avez pas vu sur la chaise. Enfin, votre initiative de faire une plateforme... qui permettent de matcher les profils des étudiants avec les écoles. Alors ça, je surréagis. Ça, je suis... Alors, je ne vais pas dire contre, parce qu'il n'y a pas à être pour ou être contre, mais dans le monde qui est le nôtre, où on doit revendiquer... on parle d'open source, on doit revendiquer de la diversité. Je pense que tout ce qui prédétermine préoriente un étudiant vers tel ou tel système, telle ou telle école, etc., et de nature à lui fermer des portes. Sur des critères qui vont être, là encore, des critères assez normatifs. Bon. Qu'est-ce que vous savez du projet éducatif en profondeur de tel ou tel établissement, telle ou telle université, etc. Qu'est-ce que vous savez en profondeur de tel ou tel profil d'étudiants? Laissez-les se rencontrer. Laissez-les échanger, parler et faire leur marché, si je puis dire, ensemble. C'est pareil que pour les classements aujourd'hui. Il y a un prédéterminisme dans les classements aujourd'hui, qui fait que vous avez à la fois des parents qui n'enverront pas des gamins dans des écoles alors qu'ils pourraient s'épanouir dans ces écoles-là, parce que le classement qui fait référence a dit que. Attendez... Nous, on voit arriver des gamins qui disent « j'ai envie de ce que vous me montrez là sur ce projet-là, j'ai envie d'y aller. » Mais, dans le classement, vous n'êtes pas encore dans le classement, là où vous devez aller, etc. On va y aller. Donc, moi, je combats tout ça.
Je suis pour une société qui est beaucoup plus ouverte, qui passe sur le choix par le choix de l'individu, par la rencontre, pour laisser l'individu chercher aussi sa propre information, se renseigner auprès de ceux qui ont fait des écoles, auprès des professeurs, y aller. Et c'est aussi comme ça qu'on devient son propre entrepreneur de la formation. Donc si c'est pour remplacer les classements par des machines qui font les choix a priori, moi, c'est pas la société de demain que j'imagine. Mais je vais me permettre juste de compléter. Après, je vous laisserai parler. Juste une réponse. On dit la même chose. Ouais. On dit la même chose parce qu'en fait, nous, ce qu'on va proposer, c'est on va pas indiquer que tu dois faire telle ou telle école. Ce qu'on va proposer, c'est qu'on va aider les jeunes en fonction de ce qu'ils font et de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils aiment faire, à leur proposer les bonnes écoles ou les bonnes formations. Aujourd'hui, un jeune, et ça, on le sait, ce qu'on le voit tous les jours, comme vous le voyez tous les jours aussi, un jeune, quand il sort en terminale, il a un terminal S, il est totalement perdu. Il est perdu à cause de APB, il est perdu, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est APB, mais c'est une usine à gaz pas possible. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il ne sait pas quelle offre il lui est proposée, qu'elle soit dans le privé ou dans le public. Donc nous, ce qu'on veut permettre, c'est en fonction de ce qu'il fait sur les produits DigiSchool, en fonction de ce qu'il aime, en fonction de ce qu'il n'aime pas, et on va lui proposer une offre qui va mieux lui correspondre que quand il va se retrouver sur le portail APB ou quand il va se retrouver sur un salon de formation où il va avoir 200 écoles avec toute la même plaquette, tout le même discours, tous les mêmes engagements en termes d'insertion professionnelle. Et à mon avis, il sera beaucoup plus apte à prendre la bonne décision pour son cursus professionnel en ayant les indications qu'on pourra lui donner avec sans aucun flou. Et ça, je rebondis sur les classements. Ça n'a absolument rien à voir avec les classements qu'en se présentant devant un salon ou sur le portail APB. Alors, Sophie Penn, je vous donne la parole. Je vous dis juste que peut-être je vous propose que ce soit la dernière intervention des speakers et que maintenant la salle vous pose directement les questions, ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire. Alors, je vais passer le relais à Antoine, parce que je suis obligée de vous quitter maintenant. J'étais ravie de cet échange. Merci beaucoup. Je m'excuse vraiment de merci. Mais Antoine a des talents multiples, si vous savez. Merci beaucoup. On touche à un moment très important. La semaine dernière, le 23 avril, je crois, il y avait un article dans le New York Times qui racontait que la fondation Melinda et Bill Gates avait financé une expérimentation pour les écoles de New York, je crois, qui consistait en fait à jouer sur la convergence entre sciences cognitives et tablettes, support numérique. Et on voit bien qu'il y a un enjeu énorme pour les constructeurs qui sont un peu dépouillés de modèles économiques eux aussi, puisque la ressource est gratuite, en quelque sorte. La ressource inéluctablement, ce que j'appelle la ressource, le document inéluctablement est gratuit, et les éditeurs sont en grosse difficulté, puisque leur modèle économique repose sur la fermeture du manuel numérique, et l'usage numérique repose évidemment sur la curation, et bon... Là-dessus, ça a l'air loin de ce qui était dit juste avant, mais on voit qu'il y a un rebond qui est en train d'être cherché, qui est de dire, bah tiens, on va faire du sur-mesure, puisqu'il suffit de capter les données personnelles et les pratiques cognitives individuelles, ça va converger avec tout ce que les sciences cognitives sont en train de travailler, c'est-à-dire qu'est-ce qui excite telle aire cérébrale quand telle personne est en train de titouiller sa tablette, etc. Et en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de sa rapidité, enfin, on en a parlé sur les MOOC en disant que c'était ça le modèle Coursera. Il paraît qu'ils sont revenus en arrière, que c'est bon, etc. Mais en tout cas, là, je sais, parce que cet article a résonné pour moi, parce que j'ai entendu des gens m'expliquer ça dans les rencontres. Je ne parle pas de vous, là, mais de choses plus... avec une vraie ambition scientifique, très forte, qui est de dire les sciences cognitives nous permettent maintenant de profiler. Et là, on touche à quelque chose qui est que on a tous ensemble on parlait, c'est un moment carrefour ce qu'on est en train de discuter, parce que il y avait aussi l'idée qu'il y aura plus de CV, etc. Cette activité des gens sur le web, elle pourrait remettre, et tout ce crowdsourcing qu'on a évoqué, remettre en cause les classements, parce que finalement, le temps que vous passez à lire des vidéos YouTube, ce que vous en faites, les blogs, peut-être que vous pouvez trouver une nouvelle économie, ce que TADI appelle les knowledge coins, hein. Vous savez, ce grand rêve de la reconversion des gens qui, à partir de la fin, de l'affaiblissement de la sidérurgie, la notion de compétence, elle est arrivée à ce moment-là, parce qu'on s'est dit que quelqu'un qui était mineur ou qui travaillait dans un fourneau, il savait bien faire des choses autres que ça. Et on a inventé une espèce de monnaie, si on peut dire, c'était les unités capitalisables, c'était les référentiels pour favoriser les transferts. Mais on n'a jamais réussi finement à le faire. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de la formation continue, mais aujourd'hui, on est face à la même chose. On apprend ailleurs que dans la classe, et c'est
pas en quelque sorte conservées, archivées, monétisées. Alors ça, c'est effectivement le pendant de ce que vous disiez. Quelles plateformes vont nous permettre de stocker en knowledge coin nos expériences d'apprentissage qui vont revenir vers l'école et on aura des CV avec des auto-certifications, des brevets, des autodéclarations, etc. Tout ça est lié à mon avis. Je range le micro. Bonjour, Olivier Bréchard. Moi, j'ai travaillé sur l'éducation dans le monde pendant 7-8 ans avec WISE, the World Innovation Summit for Education, puis Learning Without Frontiers à Londres. Et en regardant tout ce qui se passe en matière d'innovation à travers le monde pendant des années, j'ai une question, moi, que je pose dans des circonstances où on est plutôt sur les possibilités qui s'ouvrent, sur les risques. Parce que on voit beaucoup d'expériences partout dans le monde très intéressantes, pas souvent encore mainstream, et beaucoup de standardisation à l'échelle des États. La compétition internationale fait que, par exemple, tous les pays veulent aller vers les mêmes résultats que PISA, et donc j'étais à Londres, pour donner un exemple, parce que les Anglais font les choses un peu différemment que nous. À Londres, ils veulent faire des creative industries et digital industries le fer de lance de leur développement. Donc ils créent le Tech City au cœur de Londres, et ils font venir des startups, plein de choses sur l'éducation, etc. Dans le même temps que le Premier ministre lance ce projet-là, Michael Gove, le ministre de l'Éducation britannique, supprimait toutes les matières créatives de ce qui devait compter pour le bac. C'est-à-dire qu'on se concentrait uniquement sur les STEM et la littératie, et tout le reste ne compte pas. On peut toujours l'apprendre, mais ça ne comptera pas pour les résultats. Et il faisait ça, pourquoi ? Pour réussir à rejoindre Singapour comme modèle. Et dans le même temps, à Londres, il y avait les ministères de l'éducation de Singapour qui venaient, qui disaient notre système ne marche pas, on est censé être les meilleurs de PISA, ça ne fonctionne pas. On forme des ingénieurs qui vont être très bons, sauf qu'ils coûtent 5 fois plus cher que les ingénieurs indiens, etc. etc. Et c'est juste pour dire, il y a une sorte de un peu de folie même au niveau de la direction, c'est-à-dire que oui, on veut bien aller vers plus de créativité, etc. Mais en pratique, les parents, les élèves, pour la plupart, contrairement, veulent un truc standardisé où ils ont un boulot à la fin, ils veulent être sûrs d'avoir un boulot à la fin. Et donc, les technologies sont surtout pas la solution toute seule. Et c'est sous forme de question, c'est comment est-ce qu'on veille à ce que les technologies servent un but éducatif sur lequel la société est plus ou moins d'accord. Parce que sinon, ça peut être standardisé. Michael Gove, il voulait évaluer les enfants, c'est pour rebondir, dès la maternelle, pour pouvoir mieux les orienter tôt. Et l'outil technologique, il peut suivre et encadrer tellement les individus qu'il ne va pas du tout vers une libération, mais qui peut aller vers... Et j'ai posé des questions à François Taddy, entre autres, pas eu toujours les réponses sur la part de risque. Je ne sais pas si vous avez des... Parce que les belles histoires, j'en ai entendu partout. Ouais, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Bon, d'abord, il y a deux choses. C'est que les temps anciens reviennent, quoi. C'est-à-dire que... Parce que ce que vous étiez en train de décrire tout à l'heure, c'était ni peu ni moins qu'en train de... C'était la pensée de Descartes, quoi. Enfin, je veux dire... genre, je doute de tout et à la fin, il reste quoi, quoi. Et... Enfin... Non, bon. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de sûr. Donc, de toute façon, soit on fige et on bouge pas, ok, c'est-à-dire qu'on voit le mur arriver et, entre guillemets, on rentre dedans, soit on essaye des expérimentations à gauche, à droite, et un certain nombre de ces expérimentations vont ramener dans le mur de toute façon, ok, et peut-être même plus fort que celle de base. Et c'est ça l'histoire de la prise de risque. Le truc, c'est que personne n'est Madame Soleil et personne ne sait ce qu'elle va être l'avenir. Donc la problématique qu'on a, c'est qu'on est obligé d'expérimenter. Et typiquement, 42 est une expérimentation. Si on nous demande beaucoup de questions, par exemple, ont été pourquoi est-ce que vous prenez à partir de 18 ans ? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain d'être capable d'assumer le fait de prendre un jeune de 14 ans, de le mettre dans notre système. Au final, on l'a planté et l'autre, il a 40 ans de vie, entre guillemets, de merde prévue derrière lui, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc, on n'est pas certain. Donc, il y a des expérimentations qui sont de toute façon à monter. Ensuite, l'outil technologique autour de comment est-ce que va fonctionner l'individu et qu'est-ce qu'on peut en faire. La différence quand même fondamentale, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas les machines d'analyse, quoi. Celles qu'on est aujourd'hui capable de mettre en œuvre autour de ça. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne peut pas piloter un 747 sans instrument de bord. Hein. Quand on atterrit, on n'est pas en train de regarder par la fenêtre en disant tiens, je vais atterrir. Il y a quand même des trucs avec des altimètres, des machins, des trucs, des bidules. Il y a tout un cockpit qui permet de remonter de l'information et d'en faire quelque chose. Plus on a de l'information, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que plus on a de l'information, plus effectivement on est capable de piloter des individus, etc., etc. Alors c'est clair qu'ici, les étudiants vous le direz, ils sont clairement, enfin si on veut le prendre dans ce terme-là, ils sont totalement fliqués.
Je sais quand est-ce que l'étudiant rentre dans l'école, je sais quand est-ce qu'il se connecte à un ordinateur, je sais combien de temps il est resté connecté, je sais quelle application il lance. Alors tu vas me dire, ça sert à quoi? Ben, ça sert au fait que j'ai un étudiant qui vient me dire, moi je comprends pas la formation, j'y arrive pas du tout à 42. Ah bon, tu travailles combien de temps? Je travaille 9 heures par jour. Tu arrives à quelle heure? À 9 heures, tu pars à quelle heure? À 18. Bon, ben on va vérifier. Hein. Donc on regarde. Bon, d'abord c'est pas 9 heures, c'est plutôt 9h45, mais il y a effectivement 9 heures dedans. À 45, tu rentres. À 10h30, tu te connectes. Normal, 3/4 d'heure, une clope, un café, discuter avec les copains, machin. 10h30, tu lances Facebook, abruti.com, Spion, Twitter, je sais pas quoi, machin. Il est 11h, tu lances un terminal, tu commences à bosser. Ok, midi moins le quart, t'es jeune, t'as faim, tu t'en vas, quoi, tu vois. Bon. Et à la fin, tout ça, c'est quand même des données, c'est quand même de la donnée, où quand on le met face à la personne, ok, qu'est-ce qu'il va me dire, le jeune? Soit il est complètement aveugle de sa propre situation, ce qui est un cas psy à travailler avec lui, ceci étant dit, hein, puisque ça nous arrive très souvent. Hein, on a des jeunes qui nous disent non, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Tu as la vidéo, mais il te dit non, c'est pas moi. Tu vois, genre le truc, je l'ai pas inventé, quoi. Donc, et c'est ça qui va nous permettre de piloter l'éducation. Après, pour ce qui est de rejoindre les standards pour l'État, par définition, le management, c'est-à-dire l'élevage d'humains, consiste globalement à acheter la paix sociale. Donc ce qui intéresse un Premier ministre, un président, n'importe quoi, c'est de ne pas avoir d'emmerde. C'est son métier. Okay, il veut juste pas de vagues. Donc par définition, il va toujours se rattacher, les États, les gouvernements ou les managers vont toujours se rattacher à ce qui permet d'acheter la paix sociale. Et donc, dans les expérimentations qui vont se passer autour, il y a des gens qui sont capables de prendre des risques, comme le CRI, d'ailleurs en hackant le système de l'intérieur et tout, ils font tout un tas de trucs, parce qu'eux, ils peuvent le faire. Hein, parce que moi, si je demande de faire un master ici, ça va pas se passer de la même façon que si c'est François qui le demande. Et eux, ils arrivent à passer là-dedans. Donc on va avoir des expérimentations d'un côté, des tableaux de bord de l'autre, et effectivement, on aura toujours les États et les institutions qui iront se raccrocher, entre guillemets, à ce qui pourrait potentiellement les sauver par rapport à un risque qu'ils, en fait, ils ne connaissent pas. Ce que vous avez évoqué, c'est ce que je pointais du doigt tout à l'heure à travers l'environnement institutionnel. Je vous repasse. On est globalement dans un monde qui est un monde de compétitivité, et pour mesurer la compétitivité, on a besoin d'un certain nombre de repères et d'un certain nombre de normes. Le classement de Shanghai, c'est une grosse connerie. Le classement de Shanghai, c'est combien de politiques éducatives nationales ont été influencées pour favoriser la montée d'un certain nombre d'universités dans le classement de Shanghai. C'est une grosse connerie. On veut tout mesurer dans nos sociétés, on veut tout comparer. Et voilà. Et très souvent, c'est très normatif et c'est pas risqué. Donc, quand on parle de formation des leaders, c'est-à-dire que nos leaders actuels, il faut aussi leur faire évoluer, les faire évoluer. Et nos leaders actuels politiques et qui se retrouvent dans des positions d'influencer tel ou tel cadre, tel et tel écosystème, ils ont été formés il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et ils n'ont pas tous forcément, aujourd'hui, les éléments pour pouvoir prendre les bonnes décisions. J'ai eu la chance, il y a 1 mois et demi, 2 mois, de dîner à 3, 4, avec le ministre de l'Éducation d'un grand pays qui fait plus d'1 milliard d'habitants. 3 heures, dîner privé. On a parlé de ce dont on a parlé ici. C'est-à-dire que j'avais en face de moi, malgré le handicap de la langue et la traduction, j'avais quelqu'un qui parlait sur les sujets dont on a parlé ici, qui en parlait et qui disait voilà ce que nous on va faire, voilà les initiatives qu'on prend, etc. C'est en Chine. Voilà. Et je me projetais en me disant je dîne avec le ministre de l'Éducation française pendant 3 heures. De quoi on va parler? Pas de ça. On va parler d'autres sujets qui sont des sujets beaucoup plus internes. Donc nos élites aujourd'hui qui créent le cadre institutionnel ont besoin d'être aussi chahutées, de voir le monde différemment, sans quoi on ne bougera pas. Maintenant, je n'écarte pas l'hypothèse qu'un jour, il y a un gros machin qui arrive dans le milieu de l'éducation, un gros 42, parce que c'est tout petit 42, c'est un titilleur 42, ça bouscule les systèmes. Puis c'est indépendant, il n'y a pas de diplôme, donc on n'a pas besoin de passer par les fourches codines du ministère, de machin, de trucs, etc. C'est gratuit, il y a on est exempt d'un certain nombre de contraintes qui sont les contraintes des établissements d'enseignement à aujourd'hui. Mais demain, j'écarte pas l'hypothèse que des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont compris les enjeux, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Comment ? Il y a pas mal d'oseille, quand même.
Oui, non, mais je sais. Mais moi, je parle encore beaucoup plus d'argent que ça. Hein, il y a un certain nombre de grands dirigeants aux États-Unis et dans la Silicon Valley aujourd'hui qui sont en train de travailler sur un certain nombre de choses et qui rêvent de bousculer les systèmes d'éducation nationale, publique, demain. Et qui auront les moyens de le faire, et qui auront les moyens, comme ils ont imposé Google, comme ils ont imposé telle ou telle autre innovation, qui auront les moyens de le faire. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui. La question d'une éducation au service de quoi, quand même? Non, mais je porte pas de jugement. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Je porte pas de jugement de valeur là-dessus, d'accord? Et je ne dis pas c'est ce que je souhaite. Je ne dis pas ça. Je suis pas dans ça. Je dis qu'il est possible qu'à un moment donné, il y a un gros mastodonte qui peut s'appeler Google, qui peut s'appeler n'importe qui, et qui vienne inventer un truc de masse d'éducation et qui fasse la loi. Vous verrez. Face à l'incurie des États. On a dit qu'on devait partager la parole. Il commence à y avoir une liste d'attente des questions. Voilà. Oui, Joël Chevrier, je suis prof de physique à l'Université Joseph Fourier à Grenoble. Et finalement, comme prof de physique, je suis en train de vivre ce que vous disiez à l'instant. Puisque des gens comme moi, on a pris la vague de la Khan Academy et des gens comme ça comme étant un choc déjà, qui consiste à dire, mais tout ce que je fais en cours, c'est disponible en vidéo 8 minutes. Là, c'est en anglais, donc nous sommes en train de le faire en français. C'est ce que je crois vous faites aussi en partie, en tout cas. Et donc la question que j'avais pour vous, c'est qu'on sentait un petit peu, je crois, dans les propos que vous aviez, c'était ce retour des contenus durs. Moi, j'avais pas vu arriver ça. J'avais pas vu arriver le fait en plus que sur des modèles très simples, qui sont d'ailleurs très bien décrits par le bouquin de Marilyn Baumard et aussi par le bouquin de Salman Khan sur les formats à utiliser, les types de vidéos à mettre en œuvre, les durées, les contenus, la façon de le présenter, tout le design qui va avec, qui est quand même assez travaillé finalement. Mais en tout cas, c'est des contenus très durs, très bien présentés, sur des formats qui sont très étudiés, et avec un succès, parce que si ça concernait 40 personnes, on s'en fout un peu, mais là, c'est pas le cas, on est en train de parler, donc vous affichez pour vous un nombre qui se compte en millions, Salman Khan, c'est aussi des millions, et très rapidement, n'importe quel enseignant qui commence à mettre des contenus durs sur ces modèles-là, pouf, il a des milliers de personnes qui se connectent, quoi. Hein. Moi, j'aurais jamais prédit ça, hein. Et quand on le fait, par exemple, en français, on a tout le Maghreb qui arrive et qui se connecte, hein. Pour rebondir, c'est assez simple, c'est lié aux usages. Les jeunes aujourd'hui utilisent massivement les technologies, avant ils utilisaient massivement un PC ou un ordinateur, maintenant ils utilisent massivement le mobile et les tablettes, et ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils vont, un complément de ce qu'ils ont eu en cours, pour pouvoir apprendre comme ils apprennent en cours. Après, ça n'empêche pas, de la même façon, nous on se positionne très farouchement, et on l'a eu lors des entretiens dont a parlé Sophie Spen avant, sur le fait que les technologies vont en complément de l'apprentissage qui est en cours. Tous nos produits sont en complément de ce que peut donner le prof en cours. C'est-à-dire qu'on a des applis de révision du bac qui sont faits par des profs et qui sont là pour apprendre quand on est dans le métro, quand on est dans les situations de mobilité, mais qui ne sont pas là pour apprendre à la place du cours de maths que je vais pouvoir avoir en terminale ES. Ça, c'est super important, et c'est ça qui fait la réussite. C'est-à-dire qu'on ne place pas le prof, les profs nous recommandent, on a fait une étude, 40% des profs, enfin des jeunes qui utilisent nos apps et nos sites web sont venus parce que les profs leur ont recommandé de le faire. Donc ça vient vraiment en complément. Après, il y a un autre enjeu, je rebondis sur un autre enjeu sur l'international, très intéressant ce que disait Patrick Moll avant. Tout l'enjeu des prochaines années, ça va être la maîtrise de la diffusion du savoir. On parle de Khan Academy. On a pareil, il y a eu des échanges assez directs avec Khan Academy. On parle de Coursera, on parle de edX, etc. C'est des super initiatives, mais ça reste des initiatives qui viennent de pays anglo-saxons. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment en France, on va maîtriser la diffusion du savoir. Ça n'empêche pas que les jeunes peuvent accéder au savoir par le biais d'autres pays, mais il faut quand même qu'on maîtrise la diffusion du savoir en France et en Europe. Et ça, c'est un point... Ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, mais c'est un point très important et qui va arriver très vite. Alors, comment j'avais fait moi une note de géopolitique, je vais rebondir, mais sur ce sujet, juste, une raison d'être optimiste quand même. Les profs d'aujourd'hui se rendent compte qu'on a atteint une limite.
Alors eux-mêmes, parce qu'ils ont des enfants et qu'ils leur disent, bah tiens, comment j'ai aimé telle forme de pédagogie et autres. Et je crois que par la force des choses, ça va venir. Et puis le deuxième élément, dans une de mes conclusions tout à l'heure, je disais le rôle central de la pédagogie. Je crois que le prof, là également, dans les années à venir, c'est lui qui qualifiera toutes ces sources. Parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'elles peuvent être sujets à caution, volontaires ou involontaires. Et donc, encore une fois, il sera une sorte d'assembleur en disant, bah, tiens, dans mon cours, je vais, moi, vous apporter telle compétence. On va partir de tel point, je vais vous amener sur tel autre point. Vous pouvez compléter par tel élément. Je l'ai vérifié, c'est bon. Vous pouvez peut-être faire tel mot. Peut-être que dans certains cas, là également, si je me mets à la place d'un prof, peut-être que dans certains cas, c'est peut-être pas la peine de passer du temps à créer quelque chose qui existe déjà sous toutes ses formes et de dire, bah, finalement, mon cours est un assemblage. Et donc, au lieu de... Qu'est-ce qui n'est pas créé aujourd'hui ? Pardon ? Qu'est-ce qui n'est pas déjà créé ? Et donc vous parlez beaucoup de concurrence, etc. On parle d'éducation, ça m'intéresse. On n'aurait pas idée... Il y a eu des initiatives du genre, et si on fabriquait un Linux français, quoi. D'ailleurs, il y a un Linux chinois qui s'appelle Red Flag. On s'en fout complètement qu'ils viennent des États-Unis ou pas. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait ensemble pour faire avancer tout le monde. Et que ça vienne des États-Unis ou pas, il n'y a pas une histoire de concurrence. Et il n'y a pas un cours aujourd'hui qui est donné quelque part en France qui n'existe pas déjà sur Internet. La notion même de savoir, c'est terminé. Et il est partout et il n'y a pas à le transmettre, il existe, quoi. Oui, mais il y a une notion de vérifier que l'étudiant a bien compris, le mettre en situation, le stimuler, le challenger, faire en sorte que, tel un coach sportif, sur des gens qui ont des niveaux différents, les amener au même niveau. Mais justement, c'est ça, les chocs des cultures. Moi, je vais prendre un exemple hyper simple. Quand on est anglais et qu'on étudie Napoléon, on l'étudie pas de la même façon que quand on est français. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que l'étudiant fait pour voir comment travaillent les Anglais sur l'approche qu'il a de Napoléon et comment les Français vont pour faire l'approche de Napoléon. Et c'est ça qui crée la culture. Et un prof français n'abordera, entre guillemets, je parle évidemment de manière générique, Napoléon que d'une certaine manière par rapport à un autre. Et tout l'intérêt, c'est pas d'être concurrent entre nous et concurrent avec les Chinois et concurrent avec les Singapouriens et concurrent avec les machins. Bon, d'accord, on est un petit pays au milieu du monde. À l'époque où la France était le milieu de l'Europe, à la rigueur, machin, maintenant c'est fini, on n'est plus rien, et on va être 50e place mondiale en PIB, puis c'est tout, c'est notre milieu, et c'est tout, c'est comme ça sert à rien d'aller se mettre en concurrence avec les autres, et d'imaginer que notre enseignement supérieur, avec ses 35 milliards d'euros de dotation, puisse concurrencer le MIT, qui en a 38 tout seul. Donc, il n'y a pas la peine d'aller chercher bien loin des mecs dans la Silicon Valley pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent révolutionner l'éducation. Le MIT tout seul, ils ont plus de budget que la France en enseignement supérieur. Si on rajoute Stanford, etc., on arrive à 4-5 fois la taille de la France. Mais voilà, donc effectivement, ils produisent plus vite, ils ont plus de moyens. Eh ben, profitons-en. On ne peut rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Alors, par contre, ce que vous avez dit qui était hyper intéressant, c'est que le retour de la partie dure, clairement, c'est sûr et certain. On se muscle le cerveau avec ses 10 doigts, ok ? Et pour se muscler le cerveau, il n'y a pas le choix, il faut faire quelque chose de ses mains. Et si on n'en fait rien avec, on ne se musclera pas dans le sens que veut le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on construise. Donc si vous n'êtes pas un constructeur, on est quand même dans une société, on est en train de repasser dans les doueurs, il faut fabriquer, quoi. Et on passera toujours par des trucs durs, que ce soit de l'artisanat, que ce soit de la science, que ce soit de l'art, enfin, il y aura ces choses-là. Ah mais oui, ça marche. Ah oui, non, mais c'est clair que quand on fait quelque chose avec ses 10 doigts, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se décroche. Normalement, on a une période de désaffection pour les sciences et les techniques. On met des vidéos en ligne. Non, mais c'est complètement faux. Il y a une période de désaffection parce que le modèle de transmission de connaissances des sciences est chiant à mourir. Nous, on nous demande comment est-ce que vous faites. Je sais pas, moi, on prend des étudiants, ils font un jeu vidéo qui s'appelle le Wolfenstein 3D. Il s'agit de courser des nazis dans un couloir en tirant dessus avec des fusils. C'est de la 3D isométrique. Si vous voulez faire de la 3D isométrique correctement et que vous faites pas des sinus, des cosinus et que vous savez pas ce que c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2, c'est-à-dire le nombre d'or, vous y arrivez pas. Le seul problème, c'est que si on leur donne pas accès à la librairie mathématique, pour faire racine carrée, ils sont obligés de faire des développements limités. Et on a 40% de gens qui n'ont pas le bac, et vous inquiétez pas tous, ils s'apprennent tous les développements limités juste pour pouvoir courser des nazis dans des couloirs. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est tout. Mais après, c'est super sympa de faire des maths. Enfin, c'est cool. Il y a juste que, effectivement, le modèle éducatif a fait que ça en a dégoûté plus d'un. Et ma mère est prof de maths, hein, je précise. Bon, oui. Ah, ça marche. Juliette Desgaret, InnoCherche. C'est un club de veille en innovation
et qui aide les dirigeants à passer à l'acte. Il y a un groupe de travail sur l'éducation. Donc tous les sujets cette discussion est très riche, elle rebondit sans cesse, donc je suis en train de me dire mais comment raccrocher. Non, j'avais une question pour les écoles et universités. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est quand même important de se poser la question de la représentation du monde et la représentation même de la personne humaine que les jeunes peuvent avoir. Parce que comme effectivement, on entre dans une période où on ne sait pas dire ce qu'on fera dans 20 ans, on ne sait pas dire quel genre de travail on va avoir, on ne sait pas dire comment on va interagir avec les autres. Du coup, on arrive à une période où il y a se confrontent des modèles qui ont finalement sont d'ordre philosophique. Bon, je ne suis pas une fan du transhumanisme à la version Ray Kurzweil. Et j'aimerais savoir si ce sont des discussions que vous avez avec vos étudiants, s'il y a une place pour ce type de réflexion dans les programmes au début de leur scolarité, pour que finalement ils sachent de quoi ils ont envie et comment... voilà. J'ai fait un petit tour par la formation professionnelle et je pense que on n'a pas assez de soucis de la réussite de tous. On est beaucoup dans des schémas où finalement c'est chacun qui se... peut-être dans une vision un peu, un peu utilitariste, se dit moi je vais réussir et tant pis pour les autres. Mais en effet, je pense que c'est très très limité aujourd'hui. Dans votre sens, à titre personnel, je pense qu'une école ou une université doit porter ce que moi j'appelle un projet éducatif. Et dans ce projet éducatif, il y a d'abord une vision, ce que c'était peut-être le dernier mot que j'ai employé dans mon intervention, une vision du monde en particulier, une vision du leader de demain. On doit porter cette vision-là. Voilà, et c'est ce qui explique aussi qu'ensuite, les étudiants ils peuvent adhérer ou pas adhérer en fonction de la vision que vous allez porter de tout cela. Voilà, donc je suis à fond là-dedans et j'aimerais qu'on parle beaucoup plus du contenu et de la vision que porte chaque institution d'enseignement supérieur plutôt que simplement de classement sur des critères. Bon, voilà, vous avez compris ce que j'ai pensé des classements. Pour ce qui est de France Business School, le programme Grande École, les étudiants, le premier mois où ils arrivent, ils travaillent sur un dispositif qui s'appelle le Forum des Nouveaux Mondes. Et on a identifié, je crois que c'est 16 grandes problématiques mondiales, et on les fait travailler sur ces 16 grandes problématiques mondiales, échanger avec des points de vue extrêmement différents, avec des interventions d'experts extérieurs, et on les fait travailler autour de ça pour essayer de leur donner, là aussi, les faire réfléchir à leur propre vision du monde. Donc oui, il faut aller là-dedans. Oui, il faut être engagé aussi en tant qu'institution d'enseignement. On n'est pas des répétiteurs de ce qui a pu être développé à droite et à gauche. À certains moments, on peut assembler des contenus et des connaissances qui ont été produits ailleurs et avec lesquels on adhère, mais on ne doit pas être simplement des brokers de connaissances sans vision, sans projet, sans valeur. C'est ma conception de l'éducation. Je peux dire. Ça fait quand même tout le temps. J'essaie de dire quelque chose, mais bon. Les femmes ne peuvent pas parler. Non, je rigole. Non, ça c'est bête. Hein. Non, je voulais. Ouais, c'est vrai. Non, je voulais juste rebondir en fait sur ce que vous disiez, monsieur, parce que justement, pour qu'il y ait un contenu, il faut qu'il y ait aussi une pensée derrière. Et en fait, un contenu, ça ne se décrète pas. Et ce qui me frappe dans ce qu'a dit ce monsieur, dans ce que vous dites, finalement tous, c'est que finalement, ce qu'on a comme problème en Angleterre ou en France, c'est le problème de la place de l'expérimentation. Et que finalement, ce que fait le 42, c'est une expérience qu'a voulu Xavier Niel. Ça a l'air vraiment passionnant, etc. Mais c'est quand même une expérience à la base. C'est quand même quelque chose qui est expérimental. Et je crois que ce qui nous manque dans nos grands États-providence, très protecteurs, etc., qui sont formidables par certains côtés, ce qui est le cas de l'Angleterre aussi, c'est la capacité d'expérimentation. Alors moi, je connais bien l'éducation nationale, puisque je suis professeure de classe préparatoire. Désolée. Hein. Donc, voilà. Et non, mais je plaisante aussi. Mais c'est juste pour dire plusieurs choses. Donc les start-up de l'éducation me passionnent, etc. Et j'aimerais d'ailleurs beaucoup en créer une. C'est très prétentieux, mais c'est le cas. Et en fait,
En fait, ce qui me frappe beaucoup, justement, c'est qu'il n'y a pas d'expérimentation, il y en a très peu, et que quand il y en a, elle est en général passionnante, mais elle monte d'en bas. Il faut commencer par faire du bottom-up et arrêter de penser « Ah oui, alors maintenant, on va faire que les élèves, excusez-moi, désapprennent brusquement ». Je caricature parce que je sais pas, c'est pas certainement ce que vous voulez dire, mais voyez les décrets, de même que vos gros investisseurs qui vont brusquement investir en disant maintenant on va hacker le système. Non, je sais bien, mais ça marchera pas. Ça ne marchera plus. Et pourquoi ? Parce que vous, je ne sais plus comment vous appelez, excusez-moi, vous avez bien expliqué que les choses ne marchaient plus comme ça. Elles ne marchent plus de manière verticale. Personne n'y croit plus. Et en fait, on n'a pas encore pris la mesure de ça. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit beaucoup de choses sur les professeurs. Mais formons-les, les professeurs. Au lieu de leur faire du macramé, faites ici à la Frenstadt de l'éducation des trucs super, c'est passionnant. Moi, je suis là depuis 1 heure, je trouve ça absolument génial. Et faites-le pour des professeurs. Vous verrez le nombre de gens qui viendront. Ou alors faites-le en MOOC, je ne sais pas. Mais il faut aussi, ces malheureux professeurs, il faut arrêter de leur taper dessus. Ils n'ont aucune formation. Il n'y en a aucune. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, quand vous voulez faire de la cartographie, vous n'avez pas de formation. De l'informatique, ça n'existe pas. Il n'y en a quasiment pas. Bon. Et puis, peut-être la dernière chose que je voulais dire aussi, puis après je lâche ce micro, c'est que... il faut penser aussi que le savoir qu'on donne... Bon, d'abord, moi, je fais beaucoup d'expériences avec mes élèves. Je leur fais corriger des copies tout seul. Je fais des choses vraiment qui sont du peer-to-peer. Vraiment, c'est plus du tout seulement l'expérimentation, justement... top-down. Et il me semble qu'il faut faire des choses comme ça aussi, mais ça n'empêchera pas la question du savoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous voyez, le gros des collèges de banlieue, leur problème, c'est pas de savoir s'ils étudient Napoléon en anglais ou en français, c'est que Napoléon, ils le confondent avec Hitler et qu'ils le confondront pendant des années et que de toute façon, ils s'en tapent. Donc il y a d'autres problèmes aussi qui sont assez compliqués à gérer pour les professeurs qui sont là-bas. Voilà. C'est un peu pessimiste, mais... Effectivement, ça se décrète pas d'en haut et nous, ce qu'on a créé dans cette start-up, ça s'appelle notamment Bâtisseurs de possibles. Et Bâtisseurs de possibles, c'est quoi ? C'est une plateforme web où on outille les enseignants, on développe des formations pour eux, pour les aider dans leur quotidien, à permettre aux enfants de créer dès le plus jeune âge, de coopérer, de mettre en place des projets autant utiles à eux-mêmes qu'à l'intérêt général. Donc, Bâtisseurs de possibles, c'est complètement cette philosophie bottom-up. Il y a déjà 300 enseignants qui se sont mobilisés en un rien de temps et de manière totalement libre. Alors, je ne sais pas si c'est en utilisant leur article 34, leur droit d'innover ou leur liberté pédagogique, mais ou un peu les deux. Mais déjà rien que ça, c'est terrible. Mais il faut en rire. Mais en tout cas, on voit des gens ultra mobilisés, géniaux, qui font des choses exceptionnelles sur le terrain, et notamment dans les quartiers difficiles, puisque c'est là où on est. Et effectivement, notre enjeu, c'est l'éducation au service de la réussite de tous. Donc, c'est se poser la question de instruction versus éducation. Et on est encore dans ce vieux débat en France, et avec beaucoup d'enseignants qui, quand on leur demande de se positionner entre les deux, se disent dans une posture d'instruction, alors qu'évidemment qu'ils éduquent de manière large, avec leurs valeurs, avec ce qu'ils sont, des enfants de manière plus large que simplement une transmission descendante de savoir. Et ce sur quoi on travaille, c'est créer des cadres d'apprentissage dans lesquels les enfants vont pouvoir s'épanouir, créer, inventer leur propre parcours d'apprenant et également leur parcours de citoyen. Donc le bottom-up, oui. Après, je pense qu'un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est comment innover hors système, mais dans une perspective systémique. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup d'expérimentation, beaucoup de petites choses qui existent, et on est une petite chose, beaucoup de petites choses qui existent un peu partout en France et dans le monde, mais le problème, c'est à un moment donné le passage à l'échelle, en fait, et le côté système. Donc c'est comment à chaque fois avoir l'humilité et la force d'innover hors système, tout en ayant la vision de ce qu'est le système et de comment à un moment donné réussir à le transformer. Parce que si on prend juste la France, 800 000 enseignants,
On a beau créer l'école 42 et 1000 autres choses magnifiques, il y a 800 000 enseignants. Et c'est pas demain matin qu'on va réussir à ce que chacun soit autre. Donc comment on fait pour accompagner une génération à innover, à inventer, se réinventer sans se sentir en danger, parce qu'on a besoin d'eux. Et tout numérique que la société est et sera demain, on a juste besoin d'humains pour faciliter les choses, dire quel MOOC regarder, et tout ça, il faut l'accompagner. Donc voilà, moi j'aimerais bien que collectivement on réfléchisse en fait à l'expérimentation au service d'un changement de système en fait. Voilà. Je suis ici. Je vais rebondir sur cette question. J'ai une question pour Sophie, pour France Business School et pour 42. Qui est vraiment, en fait, c'est la continuité de ce qui vient d'être dit sur la vision systémique de quelque chose qui est non systémique. Vous dites, voilà, chez Ocri, il y a des super choses, on innove, on expérimente. Chez France Business School aussi, on déstabilise des étudiants. À 42, d'ailleurs, je trouve ça vraiment top, la vision autonomie, précision et plus d'individualité dans les notes. Mais qui dans les trois structures, je serais très intéressé de savoir qui et comment est portée la vision de la scalabilité, de la répétabilité des expériences. Donc sachant qu'aux États-Unis, c'est le premier critère d'évaluation de quelque chose qui a été fait, c'est sa répétabilité. Si, j'imagine, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'écrit, en tout cas moi j'ai jamais rien trouvé de publié qui ne serait-ce qu'utilise ou définit le mot répétabilité. Donc si, comme je l'imagine, il n'y a personne qui porte cette vision-là, si, comme je l'imagine, enfin ça je le sais, c'est-à-dire que c'est que des initiatives uniques qui sont jamais répétées, enfin on tente même pas de les répéter. Ma question est, quelle est votre vision de l'utilité de ce qui est fait, dans la mesure où il n'y a vraiment aucune ambition de le répéter? Bon, pardon. Ouais. Alors nous, le système est ultra répétable. D'ailleurs, on ouvre en Roumanie en juillet. Et après, on est prêt à faire le reste du monde. Il n'y a pas de souci. Non, vraiment, très sincèrement, il n'y a aucun problème puisque le cursus pédagogique de l'étudiant est géré par une machine. Donc, ce qui est l'intérêt de la machine, c'est qu'au moins, comme elle réagit, on peut en mettre plein, puis ça va faire ce qu'il faut. Donc, le système est ultra répétable. Et le système est ultra répétable parce que, justement, il est basé sur le fonctionnement d'Internet, c'est-à-dire que l'intelligence est aux bordures. Donc, nous ne sommes pas intelligents, je parle de l'institution 42. On est même plutôt assez cons. D'ailleurs, les étudiants vous le diraient, ils disent, en général, quand tu tombes sur Quam, tu as intérêt de poser la bonne question parce que sinon tu vas avoir des vraies embrouilles. Donc, l'idée, c'est justement, on repousse aux bordures l'intelligence. Donc, c'est les étudiants qui se corrigent entre eux. C'est les étudiants qui, entre autres, fabriquent des bouts de programme aujourd'hui. Ils sont intégrés dans la fabrication des programmes. Et donc, du coup, le système est ultra répétable. Et plus il y a du monde, et plus, quelque part, il va grossir. Donc, c'est ça l'idée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'éducation, si on veut que les choses changent, c'est ça qu'il faut faire. La problématique, c'est que la France est montée comme le Minitel, c'est pour ça qu'il a perdu face à Internet, c'est-à-dire que l'intelligence est au centre. Et l'intelligence est au centre, l'intelligence est au ministère de l'Éducation nationale. Donc si on supprime le ministère de l'Éducation nationale et qu'on dit au lycée, aux 800 000 enseignants, démerdez-vous entre vous, faites quelque chose de nouveau, je pense que très rapidement, il va y avoir des îlots qui vont se créer à gauche à droite, avec effectivement les traditionalistes qui vont faire une école traditionnelle. Et d'ailleurs, ça pose aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont parfaitement adaptés à cette école-là et qui vont parfaitement s'exprimer à l'intérieur. Il y a des gens qui vont dire, nous, on va en prépa, on va faire corriger les copies entre étudiants. Il y a des gens qui vont faire ça et en fait, le système va tout simplement bouger. Maintenant, qui est capable, en tant qu'État, d'assumer le fait de supprimer le code de l'éducation, qui, je rappelle, fait 4000 pages. Pour vous donner une idée, le code du travail, si connu en France, en fait 4002. Donc voilà, c'est pour faire court. Excusez-moi, je ne connais peut-être pas suffisamment bien 42. Vous dites que votre modèle est réplicable, mais pour moi, il est similaire au système public, en ce sens qu'il est financé. Donc, où est l'équilibre point de vue économique ? Enfin, pour moi, pour que ça soit réplicable, il faut qu'il y ait un moment un équilibre financier. Or, si j'ai bien compris 42, je peux me tromper, mais ça repose essentiellement sur le financement de son génial donateur. En fait, ça dépend ce que vous appelez ou pas le financement. Moi, je propose qu'on essaye l'ignorance, on arrête tout, et on regarde ce qui se passe dans 30 ans. Et je pense que ça va vous coûter plus cher qu'au final avoir fait. Alors effectivement, sur le coup,
Aujourd'hui, un étudiant... Alors pour vous donner une idée de coût, hein, puisqu'on est en train de parler de coût, donc un étudiant de l'ENA, ça coûte à peu près 60 000 € par an. Un étudiant, c'est normal parce que le PDG de l'ENA, il a un chauffeur, faut pas déconner. Et vous avez à peu près un étudiant d'école de prépa, ça coûte à peu près 12 à 15 000 €. Un étudiant de fac, je crois qu'on est aux alentours de 6 000 €. Et nous, on doit avoir des étudiants qui doivent descendre. Je pense que si on regarde le coût, on doit être aux alentours de 2 000 € par étudiant. Et après, ça chute au fur et à mesure qu'on en rajoute dans la structure. Donc voilà, c'est à peu près ça. Mais effectivement, de toute façon, à un moment, tout coûte. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas le choix, quoi. Il y a un moment, il y a un coût à donner, quoi. Pardon, le système pourra... le système... Enfin, nous, on est persuadés qu'on aura un équilibre. C'est-à-dire qu'on pense... C'est ça. Hein. La société n'aura pas à dépenser en assistanat ou quelque chose comme ça. Ça peut pas fonctionner. Nous, notre point de vue, c'est de se dire que quelque part, d'ici 15 ans ou 20 ans, puisqu'on sait qu'on en a à peu près pour 10 ans en termes de fonds qu'on a eu actuellement, on pense que d'ici 10 ans ou 15 ans, les étudiants auront la bonne idée de reverser de temps en temps un peu de sous aussi à l'école pour pouvoir que l'école continue. Voilà, donc oui, effectivement, après, le business model de 42, il n'existe pas, on ne l'a pas dessiné, hein, donc on n'en a aucune idée pour l'instant. Donc on ne sait pas bien, quoi. Je rebondis. Pardon. Je rebondis juste là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un truc très simple. Hein. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure au Danemark, on va prendre un exemple très concret. Nous, on recherche plein de développeurs. On a un problème fou pour recruter des ingénieurs pour développer des apps sur Android et sur iOS. Demain, je suis tout à fait capable de faire un beau chèque à 42 pour recruter 3 développeurs. Et c'est moi qui vais leur payer leur formation, au final. Et ça, c'est déjà en place au Danemark, il faut vraiment regarder. Et je pense que ça va venir de manière très forte, en tout cas sur des initiatives comme l'École 42 ou comme d'autres. C'est-à-dire faire payer les entreprises, faire payer aux entreprises la formation des jeunes pour les recruter. Ouais, ça prend de l'apprentissage, sauf que oui, ça s'appelle de l'apprentissage. Ça existe depuis longtemps, sauf que je suis pas sûr que ça marche vraiment très bien. En tout cas, moi, je reprends un exemple très concret pour nous. Hein. On est une petite boîte, on est 43 personnes. On recrute pas d'apprentis. Pourquoi ? Parce qu'un apprenti, ça coûte cher. Il faut le former. On n'est pas sûr que ce soit le bon. Et il n'a pas fini sa formation la plupart du temps. Voilà. Donc, entre choisir un apprenti et un développeur formé dans une école qui doit a priori bien marcher, je préfère payer l'école qui a formé le développeur de manière la plus performante possible. Je voudrais revenir sur la question de la réplicabilité. Je voudrais répondre par une boutade et puis dire le CRI n'est pas dans une économie spéculative de start-up, hein, parce que la réplicabilité, on pourrait retourner la question aux start-up, au sens où le côté bulle spéculative, où le but de la start-up, c'est finalement d'être visible et d'être revendue, et puis après elle meurt en quelque sorte, elle a juste prototypé. Ce n'est pas l'économie du CRI. Et la question, alors, sur la question de la réplicabilité, il y a l'idée, je reprends ce que vous disiez, madame, très justement, sur ce modèle venu du haut. Il y a dans l'école, tout système français, l'idée qu'il faut une injonction, c'est l'école-église, et Serge Poutzlajus appelle ça l'école-église, qu'il faut que tout se passe de la même tout ou rien, c'est-à-dire soit tout le système change, soit rien ne change. En fait, ce qu'on constate dans l'expérience, c'est qu'évidemment, c'est finalement le modèle Rifkin, c'est-à-dire que le système éducatif, lui aussi, devient comme le système énergétique, comme le système informatique, décentralisé et multipoint. Et c'est ça ce qu'essaie de signifier une expérimentation comme TADI, c'est-à-dire allez-y, faites pareil. Et il a demandé, il négocie en l'occurrence avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour des zones en quelque sorte d'autonomie dans les universités, pour qu'il puisse y avoir un CRI un CRI pour qui veut dans chaque université. Et ce qui fait le CRI, c'est certes bien sûr les gens qui s'agrègent autour de François Tadei et l'énergie de François Tadei, d'Ariel Lindner, etc. et toutes les équipes, mais c'est les étudiants avant tout. Et c'est le lâcher-prise qui est exercé sur les étudiants. Donc le modèle, il est quand même fortement vertical. Quand tout à l'heure, je m'insurgeais aussi contre le prof bashing, c'est aussi qu'il y a plein de profs qui sont passés par les marges dans le lycée, dans l'université, qui travaillent à l'extérieur, justement, avec cet écosystème qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont en train même de changer de casquette. C'est-à-dire, vous avez le même prof qui devient associatif le soir, le mercredi, le jeudi, le week-end, etc., qui fait de la formation à l'informatique, qui est pas bloqué, mais qui est pas aidé. Et tous ces gens-là, ils n'attendent que une toute petite ouverture du clapet
pour utiliser cette réplicabilité. C'est pour ça que les modèles comme École 42 et Simplon fascinent. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire pareil et on sait le faire de façon extrêmement frugale. Parce que nous, on n'a pas cette automatisation. Et malheureusement, à certains égards, parce que si tous les métiers à forte valeur ajoutée ne se posent pas la question de ce qui demeurera du colloque singulier qu'ils veulent défendre, qu'ils soient médecins ou professeurs ou autres, on va être tous balayés si on ne remet pas à l'automatisation ce qui peut être automatisé pour garder ce qui est fortement réplicable, la relation, l'intelligence des situations, etc., etc. Et ça, on a tous le boulot à faire. Et c'est à cette condition-là que les expériences multi-points pourront être réplicables, parce que les gens vont se lever pour ça. Mais penser le système, je pense que c'est pas faire McDo. Enfin, c'est évidemment pas le cas. Je suis pas sûre qu'il y ait la démultiplication mécanique et plaquée de modèles sur des territoires. Par contre, le sujet, c'est comment on accompagne depuis la base l'émergence de ces initiatives pour qu'elles prennent corps dans les territoires avec une localisation éditoriale et une incarnation en fait dans une réalité de terrain. Donc le CRI, il y a par exemple des gens, oui, un peu partout, je ne sais plus, en Asie. En Chine, au Vietnam, oui. Qui s'en saisissent et qui ne refont pas forcément la même chose, mais qui de manière complètement open source reprennent les patterns et les modèles, les valeurs et les principes de succès pour refaire les choses d'une manière ancrée Oui, tout à fait. au niveau local. Donc ce qui est intéressant dans les modèles d'essaimage, c'est qu'il y a des choses qui sont très centralisées, et on le voit dans l'entrepreneuriat social, et il y a des choses qui sont plus de l'ordre de la dissémination, où là, on va essayer de créer l'écosystème favorable à la dissémination et à un essaimage beaucoup plus souple. On va essayer de charter juste quelques valeurs et quelques points clés qui vont être des non négociables, et en laissant la liberté aux acteurs locaux de s'en saisir et de réinventer, de refaire leur propre chemin pour atteindre peut-être un objectif similaire ou supérieur, quoi. En plus, c'est vachement lié à la notion d'égalité. Enfin, dans un pays dont... Enfin, liberté, égalité, fraternité, c'est quand même un truc assez important pour les Français. Et je pense qu'il y a eu une confusion qui a été faite justement entre l'égalité et l'égalitarisme, qui est de dire qu'on va tous apprendre la même chose au même moment, au même gamin, quoi. Et je veux dire, on marche complètement sur la tête. Hein. Enfin, l'égalité, le principe, c'était d'abord, l'abolition des privilèges, c'est-à-dire que tu as le droit de regarder par-dessus la barrière. Et le top de l'égalité, c'est que si tu es plus petit que moi, ce qui arrive quand même à plein de gens sur Terre, avec mes 2 mètres, c'est qu'on va te filer une marche pour que tu puisses mieux regarder au-dessus. Et aujourd'hui, on sait très bien que, c'est complètement, on est dans le contraire, quoi. C'est-à-dire que on est en marche ou crève, etc., etc. Et je pense que, moi, ce que je disais, ma mère, elle est prof, c'était la première à en souffrir, quoi. Et il était évident qu'il y avait des gens qui devaient plus être accompagnés que d'autres fallait pas les accompagner, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est cette liberté qu'il faut redonner juste à l'enseignement. Et je suis persuadé que le corps enseignant, vous dites que vous n'êtes pas formé. Non, vous avez quand même une grosse matière grise coincée entre les 2 oreilles, quoi. Vous savez très parfaitement réfléchir et vous pouvez, si on vous donne la liberté de pouvoir réinventer un certain nombre de choses, vous allez les réinventer, et je pense que vous allez les réinventer sûrement d'ailleurs mieux que nous, hein, parce que nous, on n'a pas du tout été formés là-dessus, quoi. Je voulais pas, quand je disais de manière un peu provocatrice que les professeurs n'étaient pas formés. D'abord, les professeurs de prépa, c'est particulier. Nous, on a une chance folle, hein, il faut quand même dire ça. On a une chance de pouvoir travailler énormément à la maison. C'est un débat très, très long. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme on parlait de cette question de l'intérêt des professeurs, de leur capacité d'adaptation, moi, je suis persuadée je suis très pragmatique. Je pense qu'on ne peut pas reprocher des choses à des gens si on leur a jamais demandé de les faire. Et effectivement, il y a des injonctions totalement contradictoires dans ce métier. D'abord, on pourrait parler de la manière de recruter les professeurs, qui est aujourd'hui devenu un problème très grave, hein, parce qu'en fait, ils sont recrutés par défaut. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. Aujourd'hui, il manque 800 profs de maths pour l'année prochaine. Enfin, on pourrait épiloguer. Donc, on est dans une situation grave. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, je suis pas du tout sûre que la qualité y soit. Hein. Et troisièmement, il y a plus de formation. Et c'est sûrement pas les SPE, machin truc bidule, qui vont nous faire de la formation. Hein. Ça, on peut aussi en discuter à l'infini. J'ai beaucoup de trucs à dire dessus. Mais je pense que si déjà on fait des choses expérimentales comme ce que vous faites, c'est-à-dire inviter du monde comme ça à parler de ça, mais je pense que vous aurez énormément de gens intéressés, des professeurs intéressés.
et qui commenceront à changer d'idée, qui commenceront à se dire mais oui, justement, quel est le rapport avec le système? Vous voyez? Non, c'est tout ce que je voulais dire. Je parle trop, ça va pas du tout. Pas du tout. Bonjour, je vais m'éloigner juste un petit peu du sujet, mais j'aimerais que ce soit abordé. Donc, je m'appelle Émilie Tortora, je suis la fondatrice de Coxibis, qui est une plateforme de défis étudiants-entreprises. Tout à l'heure, Patrick Moll a évoqué l'enjeu d'intégrer davantage les PME dans les problématiques éducatives dans les écoles. Aujourd'hui, les étudiants, la majorité des étudiants se tournent, imaginent pour leur emploi un emploi dans une grande structure, une grande organisation, et les ETI ou les PME ne trouvent pas forcément leur place dans le monde de l'éducation, le monde des grandes écoles. Comment, maintenant, aujourd'hui, les grandes écoles peuvent répondre à cet enjeu et arriver à faire ce pont, cette passerelle entre ces deux mondes? Je ne sais pas si... Il faut changer dans les deux sens. Alors, quand je parlais tout à l'heure des PME, j'ai ajouté c'est à la sortie. À la sortie, quand on regarde dans un annuaire de diplômés de grandes écoles, il y a 60% des diplômés qui travaillent dans des PME. Mais à la sortie, c'est vrai qu'il n'y a pas un engouement pour le monde de la PME. C'est lié au système que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire quand on sort d'une école, on a un espoir d'un certain niveau de salaire, on veut continuer à apprendre et on a plus à apprendre dans une grande entreprise que dans une PME. Je ne dis pas que c'est la vérité, parce qu'on va pouvoir passer de service en service, etc. Il y a un système de chasse des grandes entreprises dans les grandes écoles qui vient très très en amont de la sortie de l'étudiant, avec du repérage, des interventions en cours, des filières qui vont du stage jusqu'à un certain nombre de challenges, etc. Donc il y a un vrai marketing de la grande entreprise pour venir chercher. Bon, face à ça, la PME, et dans mon expérience précédente, lorsque j'étais directeur de M Lyon, j'avais tenté un certain nombre d'expériences pour promouvoir la PME. La première difficulté, c'est le langage que tiennent les dirigeants de PME, que tiennent les langages aux étudiants. C'est-à-dire qu'ils prennent le contre-pied de la grande entreprise sans valoriser véritablement ce qu'ils vont faire. C'est en gros le message qui était diffusé, c'était « venez chez nous, vous allez tout faire ». Vous allez gagner moins, vous allez en chier, mais c'est l'épreuve de la vie. Bon, donc il n'y a pas vraiment de marketing de la part de la PME pour attirer l'étudiant. Donc il y a un travail d'attractivité qui doit être fait. Ça passe par, pour les professeurs, écrire, plutôt que d'utiliser des cas, des exemples qui sont dans les grandes entreprises, c'est d'avoir une batterie de supports qui permettent de montrer la diversité des entreprises. Ça part par faire témoigner des dirigeants de PME. Voilà, il y a tout un dispositif pour le faire. Depuis 20 ans... près de 20 ans dans les écoles et dans l'université, le fait entrepreneurial, l'entrepreneuriat est devenu une vraie discipline, est devenu un vrai champ. Je me souviens, au milieu des années 90, c'était pas un champ académique, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est entré. Donc, le règne de la TPE, de la création d'entreprise, de l'entreprise de croissance, c'est en train de prendre progressivement sa place. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes dans nos écoles qui ont envie de créer à la sortie de l'école. Donc, il faut laisser un peu de temps au temps, mais il faut aussi, pour aller vers ça, il faut continuer à être actif de nos côtés. Et il y a un vrai enjeu national, là, pour l'occurrence la France, c'est de rapprocher des talents qui sont dans l'enseignement supérieur du monde de la PME qui en a bien besoin. Mais il faut l'ouvrir. Là aussi, il faut l'ouvrir. Alors, j'ai pas de recette miracle. Il y a juste un point que tu as oublié, c'est qu'une fois que tu as payé 10 000 euros par année d'études, oui, à la sortie de la 5e, tu as quand même un petit problématique de remboursement d'emprunt. Bien sûr. Assez rapidement, très vite, effectivement, tu as du mal à te lancer vers la start-up. Et je rappelle juste la stat nationale à ce sujet-là, c'est que vous regardez le site de la conférence des grandes écoles, les créateurs de PME, c'est 0,9%. Voilà. Oui. Donc ça donne forcément, quand on démarre avec... il y a certes un problème culturel, mais il y a aussi un pauvre enjeu bête et méchant financier qui est qu'il faut qu'on rembourse ses études. Bon,
La découverte des PME se fera peut-être par des plateformes dans laquelle vous travaillez, sur des challenges. Et tout à l'heure, quand j'évoquais en disant il y aura une multiplication de mises en situation, et plutôt que de parler d'une PME, et c'est vrai que pour un étudiant, ça peut être un petit peu abstrait avec les termes qu'a employé Patrick, qui sont vrais, et de se dire, finalement, dans le cadre d'un cours, je travaille sur une problématique d'une entreprise, et puis à la fin, je découvre que c'est une PME, ça facilite énormément les choses. C'est toute cette intégration d'études de cas, transposer ce qui existe déjà sur des études de cas, sur des grands groupes Danone, L'Oréal, etc., arriver à montrer la richesse des PME par... Mais par du jeu entre guillemets, parce que on sait que ça ira beaucoup plus vite. Bon, généralement dans les plateformes, il y a derrière des stages également que peuvent se voir offrir les étudiants s'ils ont été bons. Et je crois que ça fera partie également de toutes les activités extrascolaires qu'on proposera à nos étudiants. Tout à l'heure, quand j'évoquais cette notion de service, elle est là. C'est de dire, il y a le cours, bien évidemment, avec tout ce qu'il y a, mais il y a également à côté tout un certain nombre de services, des challenges permanents. Alors j'en parle en toute connaissance de cause, parce que j'ai découvert ça l'an dernier avec mes étudiants, sur une société qui est concurrente de la vôtre, où, à ma grande surprise, il y avait 160 étudiants du programme Grande École de GEM inscrits sur cette plateforme pour participer à différents challenges, alors qu'il y allait de PME jusqu'à des grandes entreprises, et qui le faisaient pour acquérir de l'expérience, pour acquérir des points, pour gagner des stages, pour également enrichir leur CV. Pour rebondir sur votre partie création d'entreprise, alors ça se développe un petit peu à l'heure actuelle, c'est pas forcément dû à un esprit d'entrepreneuriat qui d'un seul coup serait tombé sur nos étudiants, mais tout simplement parce que c'est une génération qui n'a pas envie d'avoir de patron. Patrick tout à l'heure employé en disant ils veulent créer leur propre métier, et je crois que pour certains en se disant finalement avec le numérique c'est très facile de créer certaines activités, très facile. Au départ il n'y a pas besoin de beaucoup de capitaux, donc c'est peut-être un moyen d'être libre, et de se dire finalement je suis tranquille, et puis après je verrai bien ce qu'il en est, et puis comme c'est dans l'air du temps, c'est également pas mal valorisé dans le CV pour d'autres expériences. Mais sur la valorisation, je pense qu'il y a une vraie question qui est, quelle vision on a de la réussite en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, un diplômé d'une grande école, pourquoi il va aussi dans la plupart du temps dans un grand groupe, c'est parce qu'il était plus ou moins formaté pour ça, et que on a créé ce genre d'école pour faire des fonctionnaires de l'entreprise quelque part. Et à un moment donné, l'autre sujet, c'est effectivement le remboursement des études. Donc comment on développe un peu plus les bourses. Moi, j'ai fait l'ESSEC en étant boursière, j'ai eu cette chance-là. Mais il y a un sujet sur la vision collective qu'on a de la réussite. Créer quelque chose, c'est pas valorisé en France. Créer quelque chose dans le monde associatif, c'est encore pire. Vous êtes vraiment un baltringue. Donc voilà. Et alors que être effectivement directeur financier chez Danone, c'est vachement bien. Moi, j'aimerais bien qu'on challenge collectivement notre vision de la réussite et se dire que quelqu'un de épanoui, engagé, qui est citoyen et qui gagne pas peut-être des milliers, des cents, mais est heureux dans sa vie, moi ça me va comme modèle de réussite. Voilà. Donc ça répond en partie à la question des PME. Un étudiant fait maintenant une grande école pour être libre. Pour être libre d'avoir un boulot à la sortie, pour être libre capable d'évoluer, pour dire si j'ai envie de changer de métier, je peux le faire, si j'ai envie de changer d'entreprise, je peux le faire, si je veux passer de la grande entreprise à la petite, je peux le faire, si j'ai envie de créer mon entreprise, je le fais. Voilà. Je crois que là encore une fois, il y a des changements qui sont importants, surtout liés à cette génération. C'est dire comment, et ça rejoint cette notion de retour sur investissement que j'évoquais tout à l'heure, c'est être libre tout au long de sa vie en disant comment je vais pouvoir changer en permanence quand je le veux, d'où les changements beaucoup plus fréquents d'entreprise que ne le faisaient les gens de ma génération. Ou lorsqu'on avait 2 ou 3 métiers ou 2 ou 3 entreprises, on disait c'est un caractériel. Là, à l'heure actuelle, comment j'ai des étudiants qui se disent je suis rentré chez le leader des cosmétiques, qui est l'entreprise qui fait rêver ou fantasmer tous les étudiants lors des oraux d'entrée, et puis qui au bout de 2 ou 3 mois se disent finalement c'est pas là où je veux aller. Parfois, c'est une fausse. Ce que je veux juste dire, c'est que parfois, c'est une fausse liberté. C'est-à-dire qu'on aimerait. Idéalement, je suis d'accord avec vous. Dans les faits, il y a un tel conditionnement, une telle pression familiale et sociétale qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui se donnent cette liberté-là. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants qui se donnent ces libertés. Alors après, il faut être réaliste, et les étudiants le sont. Ils vont là où il y a des emplois. Sur le sujet de l'entreprise, et on parle beaucoup de l'école, du rôle de la formation, etc., pour de l'apprentissage. Les entreprises, de plus en plus, on n'y apprend pas forcément grand-chose. Pour beaucoup d'entre elles,
Et que ce soit PME ou grande entreprise, quel peut être le rôle d'une entreprise apprenante qui va permettre aux personnes qui rentrent chez elles de continuer à apprendre plus longtemps. Non, mais parce qu'on est souvent, pas pour tout le monde, mais sous-emploi des compétences des personnes qui ont été employées, qui sont sorties de l'école bien formées, plus cultivées, etc., et qui ensuite vont s'emmerder pour 80% des personnes d'une boîte. Ils vont s'emmerder toute leur vie. Et alors qu'ils ont du potentiel et qu'ils vont continuer à apprendre tout au long de leur vie, dans l'entreprise aussi. C'est une bonne remarque. Alors, ça dépend ensuite des entreprises. Moi, ce que je constate, c'est que l'entreprise demande de plus en plus aux écoles et aux universités en amont. Il y a une vingtaine d'années, l'objectif était de former des gens, et puis on rentrait dans l'entreprise, et là on découvrait les métiers, et puis en fonction de l'expérience, des découvertes, des réussites, etc., on évoluait, et le meilleur exemple que je puisse prendre, c'est le domaine de la banque. La banque a recruté massivement des jeunes diplômés dans les années 90, et puis elle disait, vous n'avez aucune idée de ce que sont nos métiers, c'est pas bien grave, je vous ai pris parce que vous avez la tête bien faite, vous êtes capable de raisonner, puis maintenant vous allez faire 6 mois de guichet, 6 mois de trésorerie, 6 mois de marketing, puis au bout de 2 ou 3 ans, vous nous direz là où vous voulez aller. À l'heure actuelle, ça a énormément changé. Les entreprises nous demandent des gamins qui soient totalement opérationnels. Et de se dire, vous devez donc faire en sorte que vos étudiants, dès le départ, ils soient opérationnels. Et si je reste dans le domaine de la banque, c'est que quelqu'un qui rentre dans le domaine de la banque, il connaît les métiers, les salaires, les exigences, les contraintes, la culture. Et quasiment, c'est, puisque vous employiez tout à l'heure le mot de risque, c'est aucun risque pour moi, puisque dès le départ, il sait où il met les pieds. Ensuite, dans certaines entreprises, il y a maintenant un petit peu plus de formation interne qui se passe, alors liée aux nouvelles technologies. Je prends le cas d'un cabinet d'audit que je connais bien, où quand vous passez dans les couloirs, vous avez des flashcodes pour télécharger un certain nombre de formations, alors qui sont à la fois des formations de leadership, de culture générale ou d'orientation, mais parce qu'il y a un besoin d'évolution régulière. Après, je suis d'accord avec vous, l'entreprise ne forme pas forcément, elle s'est rassurée avec quelqu'un qui est opérationnel, et puis c'est la gestion des compétences sera peut-être pas forcément la priorité. Alors, c'est un véritable enjeu. Alors là également, je vais faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure dans l'école du futur. Par contre, c'est là où il y aura peut-être des passerelles futures entre nous et ces entreprises sur de la certification, sur de la certification de compétences. Le mot a été utilisé. C'est vrai qu'on passe de plus en plus d'une logique de connaissance à une logique de compétences. Et il y aura peut-être, là aussi, dans les nouveaux acteurs qu'évoquait Patrick tout à l'heure, il y aura peut-être des entreprises de certification de compétences. Alors soit sur des compétences de sciences humaines en disant de négociation ou de gestion de conflits, ou éventuellement des certifications métiers, je sais pas, contrôleur de gestion par exemple, et de dire comment au bout d'un certain nombre d'années, je vais moi, avant d'évoluer dans cette entreprise ou dans une autre, tout simplement valider ce que j'ai fait, et donc sous forme de certification avec des acteurs qui seront spécialisés dans le domaine. Et tirer parti des compétences acquises par les gens qui ont étudié aussi, pas les utiliser très en dessous de ce qu'ils ont. Ça, c'est un autre débat, mais qui renvoie à un autre sujet. On a vu qu'on pouvait faire je ne sais combien de colloques. Tout à l'heure, on parlait de géopolitique, de l'influence, mais qui est sur un autre et qui sera une question fondamentale qu'on voit apparaître aux États-Unis et un petit peu en Chine, et également en France. C'est à quoi servent les études et est-ce qu'un format Bac+5 est vraiment nécessaire quand on voit que dans certains cas, un Bac+3 est beaucoup plus opérationnel, efficace et productif qu'une autre formation. C'est le cas aux États-Unis. On s'aperçoit que certains programmes de master, les étudiants ne trouvent pas de boulot, ou des boulots qui sont sous-qualifiés par rapport à leurs attentes, alors que des formations de durée plus réduite, mais peut-être plus professionnalisantes ou plus spécialisées, ont un accès beaucoup plus rapide et privilégié vis-à-vis du marché du travail. Mais ça, c'est un autre débat et c'est un autre enjeu beaucoup plus important. Moi, je trouve que c'est une question qui est hyper dangereuse. Qui est ultra dangereuse parce qu'effectivement, d'abord, les entreprises capitalistiques sont pas folles. Donc, autant qu'elles décalent ailleurs que chez elles ce qui coûte cher. Et effectivement, avant une époque, elle passait 2 ans à former un bon ingénieur pour qu'il soit finalement opérationnel. Et vaut mieux s'inscrire dans le comité de suivi de l'école d'ingénieurs pour essayer de forcer ce qu'il faut pour que l'ingénieur, quand il arrive, soit directement opérationnel. Ça évite de perdre 2 ans et 300 000 euros. Donc, tout simplement, c'est la raison pour laquelle elle pousse à l'opérationnalité immédiate.
l'opérationnalité immédiate, moi je trouve que ça fait pas partie du rôle de l'éducation. C'est une hard skills qu'on peut donner pour le principe, mais moi je vous donne un exemple très simple. Si je veux aujourd'hui que tous les étudiants sortent avec un boulot, je leur apprends à faire du web vite fait en PHP ou en .NET ou je sais pas quoi, ils sortent, ils sauront tous en faire, il n'y a pas de souci. Il y a juste que dans 10 ans, quand PHP et .NET aura disparu, les mecs ils seront morts. Donc oui, de manière plus générale, moi ce que j'essaie de former, c'est des citoyens, et la mesure de la qualité de la formation 42 ne se fera pas dans 42. Moi, j'ai aucune idée. Je sais qu'un mec a réussi 42 quand 5 ans plus tard, si je lui pose la question, est-ce que tu es content, est-ce que tu es intégré dans la société, est-ce que tu as fait ce que tu as envie de faire, il me répond oui. Donc c'est le seul truc sur lequel moi je me challengerai. Maintenant, que le mec soit opérationnel ou pas pour les boîtes ultra-capitalistiques genre banque, c'est vrai qu'après, il y a autre chose, il y a de l'économie sociale et solidaire, il y a tout un tas de trucs, mais l'autre, là, avec son chapeau à paillettes derrière, je le vois mal aller travailler chez BNP Paribas, quoi. Donc, à mon avis, il terminera en PME, quoi. Ah. Moi, je voudrais rebondir d'abord sur quelque chose que M. Fiorina a dit. Je suis étudiant à 42, et j'étudie en Belgique dans une fac, j'ai fait 2 ans. J'ai pas choisi. Vous dites que les étudiants choisissent les grandes écoles pour avoir le choix de travailler dans une grande entreprise, dans une petite, de monter une start-up. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai choisi 42 pour avoir le choix. Parce qu'à 42, justement, on nous forme pas de manière aussi carrée que dans le système traditionnel. Comme le disait Com là tout à l'heure, on nous apprend à être citoyen, on apprend à apprendre, et finalement, au-delà de développer des compétences informatiques, je développe tout un tas de compétences à côté qui vont vraiment m'aider dans le milieu de l'entreprise. Il y a beaucoup de compétences que j'ai pas vu qu'on développait dans la fac où j'étais avant, ou pas assez. La façon dont on travaille ici, c'est vraiment... En fait, moi, je vois 42 comme un emploi. Je viens à 42, j'ai un projet, et il faut que je me débrouille pour mener mon projet à bien avant la deadline. C'est exactement la même chose qu'en entreprise. Et il n'y a personne qui va me donner une solution. Alors que quand je suis en fac, si j'ai un problème, monsieur le professeur, etc., et j'ai la solution. Et ça va pas. Je pense que je serais beaucoup plus autonome, beaucoup plus créatif, beaucoup plus innovant quand je sortirais de 42 que si j'étais resté en fac. Moi, c'est ça qui m'a amené vers ici. C'est toute cette pédagogie complètement différente et innovante qu'on a à 42. Et je voulais dire une autre chose. Vous parlez beaucoup tous de 42, c'est une expérimentation, etc., etc. Ce que j'aimerais pas trop, c'est qu'on banalise le mot expérimentation. Parce que moi, je peux vous dire qu'au bout de 6 mois, 42, c'est une expérimentation qui fonctionne pas trop mal. Parce qu'au bout de 6 mois, en fait, je vais même prendre le problème dans un autre sens. Au bout de 3 semaines en piscine, donc c'est notre mois de sélection pendant l'été. Ouais, mais moi, je te parle au bout de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, donc quand on a fini l'apprentissage du C, du moins les bases, je peux vous dire qu'au bout de 3 semaines, il y a des gens qui n'ont jamais fait de programmation de leur vie, qui programmaient certes des choses simples, mais plus proprement et plus efficacement que des gens qui ont fait 1 an et demi, 2 ans de fac. Et ça, c'est un fait. Et au bout de 6 mois passés à 42, je ne regrette absolument pas mon choix, et puis on en reparlera dans 3, 4 ou 5 ans. C'était pas une question. Non, c'était pas une question. Non, mais qui était derrière, qui était intéressante, c'est que justement, on parle beaucoup de référentiels de compétences, de certification, de machin et tout. Encore une fois, moi je suis persuadé que tous ces modèles-là sont terminés. Bon, la seule chose que je peux vous garantir dans les étudiants qui sortent de 42, c'est que quand vous le mettez en groupe dans un projet informatique, a priori à la fin ça marche. Maintenant, a priori ça marche. C'est la seule chose que je sais à peu près dire. Maintenant, je peux même pas vous dire dans quoi il est compétent chaque étudiant, de toute façon on ne le suit pas. Donc on n'en a aucune idée. Et je ne saurais rien à certifier du tout. C'est d'ailleurs pour ça, et j'insiste d'ailleurs, la première chose qu'on vous demande quand vous voulez être diplômant, c'est quel est le référentiel de compétences associées. Eh bien moi j'en donne pas, donc ça il y en a pas nombreux. Moi aujourd'hui tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont amenées à disparaître, je pense, à un très court terme. Sur ce, sur cette analyse prophétique,
Donc, je vous remercie d'avoir participé à la première partie de la conférence, sur la partie plutôt enseignement supérieur. Ça continue cet après-midi avec plein de pitchs de start-up qui commencent à travailler justement avec des grandes entreprises et des grandes écoles. Le but, c'est aussi de donner la parole à tout le monde, c'est le but de cette conférence. Moi, je suis assez intéressé par tout ça puisque je suis techniquement encore étudiant, et donc la question de grande école, créer une entreprise, quelle est la place du prof, de l'élève, tout ça, ça m'intéresse beaucoup à titre personnel. Bon, en l'occurrence, ça fait 2 ans que je ne vais plus en cours, mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, pour ceux qui ont choisi de déjeuner ici, vous pouvez aller juste derrière, le buffet est prêt, et puis on se retrouve sinon à 14h30.